Alors bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je me présente, je m'appelle Mathias Fonmarty et mon boulot dans la vie c'est développeur de jeux vidéo indépendants. Donc je vais vous présenter un outil que j'utilise tous les jours pour créer ce jeu, sur lequel je suis en train de bosser, qui est Blender, donc l'outil que j'utilise. Alors, juste une petite présentation très rapide pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Blender, mais bon, je doute qu'il y en ait beaucoup dans cette salle. Donc Blender, c'est un outil pour la création 3D, un outil de référence. Alors j'ai mis dans le monde du libre, mais pas seulement en fait, hein, c'est vraiment un outil de référence dans le monde industriel aussi, ou dans le monde payant ou propriétaire. Il y a énormément d'applications qui sont faites avec Blender, du film d'animation, des effets spéciaux, de la post-prod, de l'architecture, plein de choses. Et donc, du jeu vidéo également, ce qui est le domaine qui m'intéresse ici aujourd'hui. Alors je vais faire une présentation avec pas mal de petites démos, et c'est une présentation qui est destinée à des gens qui connaissent déjà un petit peu Blender, qui ont essayé de modéliser quelque chose, parce que j'ai présenté pas mal de trucs et astuces qui me simplifient la vie au quotidien, dans la création de modèles, de personnages, d'animations. Donc j'ose espérer que les utilisateurs qui ont déjà touché à Blender apprendront quelques petits trucs. Et pour les autres, j'espère que vous vous contenterez du survol que je vais présenter de Blender des différentes catégories. Donc j'espère que je ne perdrai pas tout le monde sur cette présentation. Le plan de cette présentation, ça va être finalement un plan assez proche de la documentation de Blender. Donc je vais découper ça en différentes parties qui sont relativement classiques quand on veut créer des univers, on va dire, avec Blender de manière générale. Donc une petite partie sur la modélisation, une petite partie sur les textures, un peu d'animation et un peu de level design qui pour le coup est relativement particulier aux jeux vidéo, mais les concepts que j'ai présentés, je pense, peuvent intéresser pas mal de graphistes d'une manière générale, on va dire. Alors tout d'abord sur la modélisation, je vais parler de deux outils que j'utilise au quotidien qui sont le Loop Cut et le Slide, mais avec quelques variantes qui sont un peu moins connues, en tout cas je l'espère. Alors, tout de suite, une petite démo dans Blender, voilà. La scène de base, on va dire, avec le fameux cube, ok. Tous ceux qui ont déjà manipulé Blender doivent connaître ça. Et donc, quand on passe en mode édition, une des premières choses qu'on apprend pour créer des objets, les déformer, c'est le loop cut. Le loop cut, c'est une petite découpe qui va venir sur l'objet de cette manière, d'accord. Donc, on peut venir découper notre objet, lui rajouter du détail pour ensuite, éventuellement, le déformer à certains endroits, ce genre de choses. Là où c'est un petit peu difficile à gérer, c'est que quand on crée un objet à partir de rien, tout va bien, on le modélise, etc. Dans le domaine du jeu vidéo, comme dans beaucoup d'autres domaines, souvent on a des objets qu'on va modéliser, et puis ensuite on va les texturer, on va les animer, et malheureusement on va vouloir les retoucher en termes de modélisation. Et c'est là qu'il y a des problèmes qui se posent. Le premier qui va se poser, je vais vous le montrer, c'est ici, donc on a un objet que je vais... Voilà, bon, j'avais préparé, il y a déjà une texture dessus, c'est la fameuse caisse en bois ultra classique, d'accord. Et le problème, c'est que si jamais on veut donner à cette caisse une apparence un petit peu cartoon, la déformer, donc moi j'ai un style de graphisme qui est assez cartoon, en tout cas dans le jeu que je fais actuellement, et ça m'arrive de vouloir déformer les objets de manière assez simple. Ce qui se passe, c'est qu'au moment où je crée ma loop cut, ça va me déformer ma texture. Et ça peut être souhaitable des fois, mais c'est pas toujours le cas. Donc il faut savoir qu'il y a une option dans Blender qui existe, qui est un peu cachée dans le menu de gauche, là, qui va nous permettre de corriger cette déformation qu'on va appliquer aux coordonnées de texture. Et du coup, on peut venir raffiner notre objet sans déformer la texture elle-même. Donc on peut s'amuser à déformer notre caisse de cette manière-là, tout simplement. Par contre, il y a d'autres fois où on a réellement envie de déformer la texture avec. Alors, pour quelle raison? Par exemple, pour venir rajouter un petit peu de variété, parce que bon, vous l'avez tous reconnu, c'est une caisse classique, la texture c'est la même sur toutes les faces, d'accord? Mais on peut, avec cette même image, arriver à quand même créer un petit peu de variété en venant tout simplement étirer les sommets et modifier la texture en même temps. Donc en faisant cette simple modification, on va légèrement venir déformer l'espèce de logo qu'il y a ici, et la répétition sera moins évidente, enfin moins flagrante. Alors on est d'accord que là on parle de détails de création, mais ça peut avoir son utilité. Donc par défaut, le fonctionnement par défaut, c'est effectivement de modifier les coordonnées de texture en même temps, mais avec cette petite option ici, on peut facilement retrouver le fonctionnement de base. Tiens d'ailleurs là, par exemple, petit bug. Ah mais non, erreur de ma part. Un autre truc intéressant, c'est que des fois on a envie de déplacer ces espèces de coupures qu'on a faites au moment de la création de l'objet, mode dans lequel on se place automatiquement dès qu'on crée une coupure, là, juste après on peut la déplacer. Il faut savoir qu'on peut le faire avec celle qui existe déjà, et le raccourci, c'est un raccourci qui n'est pas forcément très connu, c'est 2 fois G. Et ça nous permet de faire ce qu'on appelle un slide, donc un déplacement suivant des arêtes qui sont perpendiculaires à la boucle qu'on a sélectionnée.
Donc un petit raccourci que j'utilise beaucoup. Dans le même genre, double raccourci pas forcément très connu, il y a R qui existe. Donc peut-être vous connaissez le raccourci R pour tourner l'objet autour là, de l'axe courant par exemple, ou en utilisant des contraintes autour de l'axe X ou Y ou Z ou ce qu'on veut. Quand on appuie 2 fois sur R, on va pouvoir tourner l'objet suivant 2 axes simultanément à la manière d'une trackball. Peut-être certains connaissent. C'est une rotation qui est assez intuitive et qui permet de placer l'objet plus facilement que de le faire tourner un coup comme ça, puis un coup comme ça, puis en mettant des contraintes. Donc voilà, j'aime bien ce raccourci, il est relativement pratique pour placer les objets de manière intuitive. On va s'arrêter là pour la partie modélisation civile. Peut-être un tout petit truc que je peux montrer. Dans la continuité de la modification de texture, voilà, ici on a un plan, je vais le refaire. On va recréer un plan tout simple. Et un autre truc pour rajouter un petit peu de variété, on va dire, avec une texture toute simple. Donc ici, je vais faire un wrap basique et réchauffer une texture de pierre que j'avais déjà dessinée par ailleurs. Donc si on veut créer une espèce de mur de falaise, quelque chose comme ça, par exemple, on va pouvoir venir le découper ici et répéter la texture plusieurs fois. De cette manière. Le problème, c'est que là, clairement, quand on a ça dans un jeu vidéo, ou même dans un monde en 3D, sans parler de jeux vidéo, la répétition est assez évidente. Donc on peut s'amuser à venir modifier tout simplement le map. Alors attendez, je vais faire un truc parce que mon objet n'est pas tourné comme ça m'arrange. Voilà. On va dire ça comme ça. On peut venir modifier, alors soit les coordonnées de texture directement pour rajouter un petit peu de variété, comme ceci, soit les sommets eux-mêmes, en fait, pour créer, voilà, toujours pareil, un petit peu de variété et éviter qu'on remarque que la texture est clairement répétée. Donc cette simple technique, ça marche bien pour des textures très cartoon avec des mondes déformés, évidemment. Sur des textures réalistes, l'effet est moins probant. Mais voilà, pour ceux qui veulent faire des mondes assez colorés, assez cartoon, c'est un petit truc que j'utilise au quotidien. Voilà pour la partie modélisation. Je vais passer à 2-3 petits trucs sur la partie texture que j'utilise au quotidien. Alors, un premier raccourci qui est assez utile, c'est Alt-Z. Bon, celui-là, il n'est pas non plus monstrueux, hein, c'est juste, voilà, changer le mode de rendu ici. Donc on peut choisir soit texture, soit solide. Bon, ça c'est quelque chose, je pense que si vous avez déjà touché à Blender, vous avez dû manipuler ça. Le raccourci est assez sympa, ça évite de perdre un peu de temps. J'utilise énormément de raccourcis dans mon mode de création. Enfin, je pense que la plupart d'entre vous font ça. À partir du moment où on utilise Blender, pendant un certain moment, on finit par privilégier les raccourcis. C'est pour ça qu'il est designé, en fait, en termes d'efficacité. Donc, c'est un raccourci qui est très utile pour switcher entre le mode juste matériau et le mode texture. Donc, celui-ci est bien connaître. Et je vais continuer en vous parlant des méthodes de texturing automatique qui sont, alors de base, elles peuvent paraître assez faibles en termes d'utilisation, mais il y a plein de méthodes de texturing automatique qui ont énormément d'options cachées qui sont pas mal lorsqu'on arrive à les exploiter. Alors, on va venir ici, bon, je vais supprimer cet objet tout simplement et je vais recréer une caisse. Bon, jusque là, rien de fabuleux. Donc, un truc à savoir, c'est que le texturing automatique, donc c'est avec le menu U, hein, on utilise le U comme UV mapping. Il y a plein d'options différentes. Je vais en détailler 3 uniquement. À commencer par la plus intuitive, entre guillemets, la projection de type cubique. Bon, on va changer cette image de suite, ça va pas du tout. Voilà, on va reprendre la caisse de tout à l'heure. Et cette image-là, enfin ce mapping, il faut savoir qu'il est dépendant de la position de l'objet dans l'espace. C'est-à-dire que si je m'amuse à bouger mon objet juste comme ça et que je refais la même commande exactement, vous voyez que tout de suite le mapping il n'a plus rien à voir. Donc une bonne pratique lorsqu'on fait du mapping d'objet, c'est de les mapper autour de l'origine. En gros, de faire ce genre d'opération avec l'objet centré pour éviter ce genre de désagrément et de voir tout se réaligner à la main, alors que par défaut, si l'objet est centré, tout se passe bien. D'accord ? C'est le genre de petits détails qu'on ne remarque pas forcément de suite. Un autre truc intéressant, c'est que si je mets une échelle sur l'objet, comme je viens de le faire, et que je refais cette même commande, le mapping se passe bien. Donc, si on regarde les coordonnées de l'objet ici, voilà, on a une échelle qui est ici. On peut appliquer cette échelle sur l'objet, souvent c'est recommandé quand on fait de la création d'objets d'éviter d'avoir des échelles surtout non uniformes sur l'objet,
Donc on peut appliquer cette échelle pour que l'objet en lui-même ait une échelle de 1 et que ce soit le maillage contenu dans cet objet qui soit plus grand. Par contre, à ce moment-là, si on fait une projection cubique, vous voyez que ça repart en vrille. Donc il faut bien réfléchir à l'échelle de l'objet et à sa position avant d'utiliser les outils de texturing automatique. Bon voilà, je vais m'arrêter ici pour le cube, je vais continuer avec un exemple tout bête qui est le cylindre, tout pareil, que je recentre. Et de la même manière, je vais faire une projection cylindrique. Et là, c'est la panique, ça m'a fait à peu près n'importe quoi. Pourquoi? Parce que la projection cylindrique dépend de la vue de la caméra. C'est-à-dire que si je me place ici, vous voyez, il y a tout un tas d'options ici qui restent relativement discrètes, mais qui sont effectivement marquées. Ça va situer l'équateur du cylindre qu'on utilise pour la projection au niveau de la vue, enfin en tout cas de l'axe X de la vue. Donc si je me mets pile sur le profil, la projection cylindrique se passe beaucoup mieux. Donc voilà, c'est tout un tas de choses auxquelles il faut faire attention quand on utilise ces outils automatiques. Le dernier que je trouve particulièrement puissant, c'est l'outil, le dépliage de type Follow Active Quad. Je vais vous montrer ça de suite. Qu'est-ce que c'est que ce nom barbare? C'est pour des objets qui ont une forme, on va dire, un peu organique. Donc imaginons que j'ai ici, je sais pas, une liane, un tube, quelque chose qui n'est pas du tout géométrique. Donc ça pourrait être, si on travaille un peu plus le maillage, ça peut finir à avoir la forme d'un bras ou d'un doigt, d'une jambe, d'un personnage, etc. Et une fois qu'on a fait ça, on est bien embêté pour texturer, on va dire, idéalement cet objet. Il y a un outil qui est très utile qui existe, qui est Follow Active Quad. Alors Follow Active Quad, ce qu'il va faire, c'est déplier autour d'un quadrilatère de référence. Alors il suffit de sélectionner, bon, je vais tous les sélectionner, je vais tous les réinitialiser. Quand on réinitialise tout, voilà ce qui se passe. Si on nommait le cercle et les extrémités du cylindre déformé que je viens de créer, on se retrouve avec toutes les cases qui ont la texture affectée. Si je zoome énormément, on peut deviner la texture de la caisse qui est mappée sur chacune des cases. Donc, une fois qu'on a ça, on peut choisir une case de un quadrilatère de prédilection et utiliser cette option-là qui va déplier tout le reste du maillage autour de ce quadrilatère-là. Et ce qui va se passer, c'est que ça va nous créer un espèce de damier très très propre, malgré le fait que l'objet lui-même soit extrêmement tordu. Et ça, c'est particulièrement utile parce que ça va nous permettre, par exemple, de redimensionner, ceci comme ça, on va faire ça. Et vous voyez ici, alors j'espère que ça se voit, la texture de caisse qui commence à être un peu lisible sur ce maillage. Et donc après, on peut évidemment faire ça avec des textures de peau, par exemple, qui seraient raccordables. Bon, ça j'en parlerai un peu plus tard. Les textures raccordables, c'est des textures qui peuvent se répéter sans qu'on voit la jointure, en fait. Donc voilà, ça c'est un outil qui est très utile à partir du moment, le seul prérequis, on va dire, c'est le fait d'avoir une topologie propre. Je ne vais pas m'attarder sur la topologie, mais pour faire simple, c'est en gros essayer d'avoir un maillage qui est très proche si on le déplie d'un espèce de grillage parfait. D'accord ? Il y a de très bons tutoriels là-dessus sur internet, je ne m'attarderai pas sur ce point. Mais voilà, cette option-là est très très utile dès qu'on veut faire du mapping d'objets organiques. Dernier point, lorsqu'on veut faire de la retouche de texture, vous n'êtes pas sans savoir que Blender permet de peindre des textures, ça c'est plutôt cool. Voilà. Alors je vais essayer de faire ça bien, on va sélectionner l'image de la caisse, voilà, je suis où là? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc je peux, si j'ai envie, je peux dessiner là-dessus, ça c'est cool. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, je vais y arriver. Blender, quand il démarre, on a une lampe dans la scène. Voilà, comme ceci, qui nous permet d'avoir une info sur, globalement, le volume de l'objet. Ça, c'est pas mal, c'est très bien pour modéliser, pour avoir une idée. Par contre, dès qu'on veut peindre une texture, c'est relativement la catastrophe. Pourquoi? Parce que les dessinateurs, quand on utilise ce genre de procédé pour peindre des textures, très souvent, on va utiliser l'outil qui consiste à récupérer une couleur, la pipette, à un certain endroit. Si là, je fais ça, donc le raccourci c'est S, vous ne voyez pas, mais je fais un coup de pipette, et donc là, vous voyez que la couleur varie, et le fait que je sois dans l'ombre n'influence rien, c'est-à-dire que je pique la couleur de la texture réellement, et non pas la couleur qui est affichée. Ça peut être problématique si jamais on a une lumière très très subtile qui vient par là, qui va venir à peine modifier les couleurs qu'on voit, mais donc évidemment pas celle de la texture elle-même. Donc un conseil que je donne, moi, pour ceux qui veulent faire de la peinture sur Blender, c'est de désactiver les lumières, de les mettre sur notre calque ou les supprimer, pour qu'au moment où on pique la couleur réellement, on pique réellement la couleur qu'on voit à l'écran et non pas celle qui est dans la texture à moitié camouflée par l'effet d'éclairage. Bon voilà, c'est un petit truc qui au début m'a bien fait perdre quelques cheveux avant de comprendre ce qui se passait.
Voilà pour les trucs et astuces sur la partie texture. Je vais continuer avec de l'animation. Donc voilà, Blender permet de faire de l'animation en créant des squelettes sur des objets, etc. Mais quand on fait un jeu vidéo, on a besoin d'avoir des animations qui sont cycliques. C'est-à-dire qu'on va avoir juste une animation de 60 frames, par exemple un personnage qui court, et dans le jeu, on aimerait que ce personnage court, et au moment où il arrive à la fin de l'animation, ça puisse reboucler avec le début sans qu'il y ait une cassure visible dans l'animation. C'est quelque chose qui peut être assez embêtant à faire. Heureusement, Blender a quelques outils sympas pour faire ça, pour apprendre l'animation. Ici, on va se retrouver avec une mouette, normalement. Voilà. Ça se voit à peine, mais ceci est une mouette. Il faut imaginer, bien sûr. Voilà. Comme ça, sans la texture. Comme ça, avec la texture. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de modéliser un mouvement de l'aile. Je vais juste faire une aile, parce que sinon, ça va être un peu long. Hop, c'est ici que ça se passe. Allez, voilà. Je vais supprimer l'action courante, parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Donc la première chose à faire, évidemment, c'est de définir un ensemble de frames qui vont être utilisés pour l'animation. Donc moi, je choisis de 0 à 60, mais bon, peu importe. Donc la technique classique pour faire de l'animation, c'est un peu plus, c'est d'enregistrer ce qu'on appelle des poses clés sur le squelette. Donc en gros, on va choisir de bouger notre aile ici à l'image 1, par exemple. On va enregistrer la rotation de chaque os. On va à l'image 30, on fait dans l'autre sens, voilà. Et idéalement, on aimerait qu'à l'image 60, j'ai pas enregistré, je me suis fait avoir. Le classique, rotation, voilà. C'est bon ça, voilà. Et à l'image 60, on va venir ici, je recolle la pose de l'image 1 et j'enregistre. Voilà. Donc là, si je joue en animation en boucle, bon, j'ai mis volontairement un truc un peu lent pour qu'on puisse bien comprendre ce qui se passe. Super, l'animation se joue en boucle, sauf qu'en vrai, on est d'accord que les oiseaux, ça va pas vraiment des ailes comme ça. Hein. Ce qui se passe, c'est que sur n'importe quelle chaîne cinématique, que ce soit une aile d'oiseau, une chaîne, une liane, des cheveux, il y a une espèce de propagation du mouvement qui se fait. Et en réalité, le mouvement, la dernière frame, ça va pas être exactement la même que la première. Ce qui va se passer, c'est que pour créer cette espèce de décalage, de mouvement un peu fluide avec le bout de l'aile qui va venir bouger, mais plus tard que la base de l'aile, une technique qui est utilisée par les animateurs, c'est de décaler les clés pour que la fin du mouvement, du bout de l'aile, arrive bien plus tard que la fin du mouvement d'oscillation de la base. Donc voilà ce que je suis en train de faire. Je décale les clés ici, et ce qui va se passer maintenant, donc voilà. Ici, on va voir que quand l'aile arrive en bas, on a effectivement cette espèce de mouvement. C'est pas très bien fait, mais vous saisissez l'idée. Donc regardez en bas ici, voilà, on a cette espèce d'overlap, en fait, ça s'appelle tout simplement, du mouvement qui se passe. Par contre, vous l'avez tous remarqué, au moment où l'aile revient en haut, c'est la catastrophe. Il y a une espèce de glitch qui fait que, pof, voilà, on a une espèce de décalage dans l'animation. Ça, c'est très problématique. On peut le voir dans la vue graphe, ici. Donc on a toutes nos courbes qui sont représentées ici. Le problème, c'est que elles sont toutes décalées de manière différente, et il se passe que avant les premières clés que j'ai posées pour l'extrémité de l'aile, il n'y a rien, il n'y a aucun mouvement, alors que moi j'aimerais qu'il y ait une espèce de sinusoïde. Il y a un moyen de on va dire, prolonger ces courbes, c'est de spécifier un mode d'extrapolation de ces données. Et donc on peut choisir Make Cyclic par exemple, qui va propager les sinusoïdes de tous les mouvements, de manière à ce qu'on ait un mouvement qui soit réellement cyclique cette fois-ci. Donc voilà pour le petit tuyau d'animation. Dernier point, quand on crée une animation, souvent on les stocke dans des actions quand on fait du jeu vidéo, parce qu'on va avoir plein d'animations pour un personnage donné, ou bon, ici un oiseau, mettons, supposons. Il faut absolument cliquer sur ce petit bouton qui signifie Fake User. En gros, ça veut dire que ça signifie à Blender qu'il faut absolument garder cette animation, même si elle n'est pas jouée couramment. D'accord ? Et quand on a 40 animations pour un personnage, par exemple, c'est une bonne chose de faire ça, sinon quand on ferme Blender, il va supprimer les animations sur lesquelles on n'est pas en train de travailler. Et ça, c'est très problématique, ça veut dire qu'on peut perdre quelques heures de boulot. Donc voilà, petit conseil, le bouton magique. Donc j'ai fini pour la partie animation. Je vais terminer sur 2-3 conseils, 2-3 techniques. Alors j'appelle ça du level design, bon c'est parce que je suis dans le domaine du jeu vidéo, mais c'est pour la création de scènes d'envergure, on va dire, d'une manière générale. Le premier exemple, ça va être l'exemple d'utilisation du snapping. Voilà, je l'ai ici. Alors, le snapping, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est un outil d'aimantation, on va dire. Voilà, ça. Ici, j'ai créé un petit terrain tout bête avec dessus, juste, hop, un brin d'herbe.
Maintenant, j'aimerais bien dupliquer ce brin d'herbe plein de fois, mais j'aimerais qu'il me le colle directement sur le terrain pour gagner un peu de temps. Et il y a un outil parfait qui existe pour ça, c'est cet outil-là, l'aimant. Il porte bien son icône. Et on peut choisir tout un tas d'options. La plus simple que moi j'utilise le plus souvent, c'est essayer d'aimanter l'objet courant sur la face la plus proche et de l'aimanter par rapport à son point de pivot. Donc ça peut être intéressant en fonction du point de pivot que vous définissez sur chaque objet. Donc je vais juste rester dans l'exemple de base. Donc si je fais ça et que je copie cette touffe d'herbe plusieurs fois, fabuleux, ça marche bien. J'ai effectivement ma touffe d'herbe qui est venue se plaquer sur le terrain. Maintenant c'est bien cool, mais copier les touffes d'herbe une par une quand il y en a 3000 à faire, c'est pas génial. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a une option ici pour faire ça sur chaque élément de manière individuelle. Et si je copie 5 éléments que je déplace, comme ça, ils vont tous se mettre systématiquement sur le terrain à la bonne hauteur. Par contre, il faut faire très attention parce que, en gros, ça va venir se mapper sur l'objet le plus proche qui se trouve exactement sous le point de pivot. C'est-à-dire que si je m'amuse à faire ça, et à venir sur, par exemple, si j'essaie de positionner, vous voyez peut-être pas, mais disons, la touffe d'herbe la plus en haut sur une autre touffe d'herbe, qu'est-ce qui va se passer? Malheureusement, il va venir me la placer sur celle de dessous et non pas sur le terrain. Donc il faut faire attention à ce genre de petits trucs. Je vais annuler cette dernière opération. Donc voilà, ça c'était pour le snapping simple et multiple. Et il y a la possibilité de rajouter pas mal de variations sur ces brins d'herbe en utilisant tout un tas d'outils au nom barbare, donc le proportional editing, le random fall-off et le local pivot, donc je vais vous montrer tout ça. Comment rajouter un petit peu de variété, puisque là tous ces brins d'herbe c'est les mêmes, c'est bien sympa, mais c'est pas terrible en termes visuels. Donc ce qu'on va faire, c'est on va s'affranchir du terrain qui nous encombre un peu la vue, et on va utiliser ce qu'on appelle le mode proportionnel. Alors le mode proportionnel, pour ceux qui ne connaissent pas et de manière intuitive, ça fait ça. Je pense qu'avec ça, vous avez déjà tout compris ce qui se passe. Je bouge un objet, et ceux qui sont autour vont être modifiés de manière proportionnelle en fonction de leur distance. Je peux évidemment modifier le rayon d'action, etc. Là où c'est intéressant, c'est que je peux ajouter, le faire sur le déplacement, mais aussi sur la rotation. Alors, par défaut, pour vous montrer l'effet, par défaut sur la rotation, ça fait ça. Mais si je sélectionne un pivot qui est local à chacun des objets, comme ceci, il va me faire tourner les objets autour de leur axe local, chacun. Et donc en tournant un peu comme ça au hasard, ça va venir modifier tous les objets autour. Donc là, il n'y en a plus aucun qui a la même rotation. Pour encore accentuer ce phénomène, on peut choisir différents modes d'édition proportionnelle, et notamment le mode aléatoire, qui permet, pour un objet tourné, de bouger tous les autres de manière vraiment aléatoire. Et donc là, on peut être sûr qu'on n'a plus deux touffes d'herbe pareilles, on peut le faire pareil avec l'échelle. Voilà. Ça permet de rajouter énormément de variété à partir d'un objet simple, qu'on va vouloir dupliquer, transformer très facilement. On pourrait aussi utiliser le système de particules. Moi j'aime bien celui-là parce qu'on est vraiment maître de la position de chacun des points. Alors, pour terminer, je vais vous montrer juste un vrai niveau. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Et 2-3 petits trucs qui peuvent être utiles. Bon là c'est du lourd, on va dire. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, donc c'est un petit village entier. Et il arrive quand on a des niveaux complets comme ça qu'on veuille modifier juste un petit élément, par exemple, mettons, je sais pas, la fenêtre qu'il y a ici, et on se rend compte qu'au moment où on va vouloir modifier, on va vouloir se déplacer autour, c'est un peu encombré, c'est la misère, c'est la catastrophe, parce qu'on est dans un niveau complet. Il y a une option super utile qui est le mode local, ou global. Ça permet de basculer avec une vue qui montre juste l'objet courant, ou alors la scène complète. C'est très pratique lorsqu'on veut faire des retouches sur un objet dans une scène monstrueuse. Donc voilà pour l'idée. Deux autres petits raccourcis, enfin non, juste un autre en fait, que je trouve très utile. Par exemple, si j'ai envie de créer une rangée de pylônes, alors on va faire ça comme ça, je peux utiliser l'outil de duplication, disons classique, comme ceci, et il y a un raccourci qui est très pratique dans Blender qui est Shift R, qui répète la dernière action qu'on a faite. Dès qu'on veut faire des actions systématiques, c'est assez génial parce qu'on peut créer une rangée d'objets comme ça, sans passer par le modificateur Array, puisque là, l'avantage c'est qu'on aura des objets indépendants les uns des autres qu'on pourra retoucher facilement, rajouter un petit peu de variété avec la méthode que je vous ai montrée avant, etc. Donc Shift R, c'est très pratique, ça marche pour dupliquer les objets, ça marche pour plein d'autres choses. Dès qu'on a des opérations systématiques à faire, c'est ultra pratique. Dernier point avant de conclure et de passer aux questions, vous aurez peut-être noté qu'il y a plein de choses ici qui sont juste des repères, des espèces de flèches comme ça, que j'utilise. On peut se demander à quoi ça sert. En fait, j'utilise Blender comme un éditeur de niveau pour mon jeu, et j'exporte ces scènes-là vers mon moteur de jeu. Et l'idée, c'est qu'il y a plein d'objets qui se répètent dans un niveau de jeu, dans un jeu vidéo, mais dans plein de scènes graphiques d'une manière générale. L'avantage de ces trucs-là, c'est que ça prend très peu de place en mémoire. Et dans mon jeu, je vais remplacer ces simples repères par des objets, disons, complexes.
Dans mon cas ici, c'est des lanternes qui sont suspendues le long d'une tige, là, une espèce de corde. Et ces lanternes, elles ont des scripts associés dans le jeu, etc. Donc, juste pour vous donner une idée, on peut utiliser les empty comme des espèces de repères dans la création de niveaux et les remplacer à la volée par, donc vous le voyez ici, des espèces de lanternes ici. Là, on devine une espèce de pointe noire juste au-dessus de la main. C'est en réalité un truc qui est remplacé à la volée, c'est un lampadaire dans le jeu. Pourquoi ? Parce que c'est pas juste simplement un maillage, c'est un maillage avec une lumière dynamique, etc. Donc ça permet de stocker, on va dire, des objets intelligents dans le jeu et de les représenter facilement dans Blender avec juste un repère. C'est très léger à l'export, ça fait gagner énormément de temps et ça encombre pas visuellement la scène. Donc voilà, c'était le dernier petit truc. Je termine ici pour la présentation. On peut passer aux questions si vous en avez. Il y a mon contact, il y a mon site web si vous êtes curieux sur ce que je fais. Voilà, n'hésitez pas à les regarder. Merci de votre attention.